je crois que c'est l'être humain, parce que là, ça montre bien comment la planète, elle va mieux quand on est tous confinés chez nous. C'est une catastrophe, en fait, ce qui est en train de se passer là. On se rend compte que c'est l'humain qui détruit tout, hein. Les eaux, elles redeviennent claires, les poissons, ils reviennent, les dauphins, les oiseaux, ils chantent dans Paris, il y a des biches dans Paris, des trucs qu'on n'a jamais vus, quoi. Et quand l'humain, il reprend sa place, il détruit tout. De toute façon, c'est la fin de la planète, hein. Moi, je le dis, hein, c'est la fin, là. Franchement, pour moi, la fin des temps, elle arrive très très rapidement, là. Je pense qu'on est dans la dernière prophétie. Enfants de la patrie, avec le peuple, le déconfinement se rapproche, et nous sommes loin d'en avoir fini avec ce virus de merde, car une seconde vague sera sur le point de débarquer dans quelques mois. Tout d'abord, un petit florilège. Ah non, mais moi je suis médecin, et je me demande si Monsieur Salomon parfois l'est. C'est la vraie question que je me pose. Non mais attendez, le Salomon du 23 avril n'est pas le Salomon du 22, qui n'est pas celui du 15, qui n'est pas celui de mars, qui n'est pas celui de février. Enfin ça va quoi, un moment, quoi. Il nous dit tout et son contraire, avec le même aplomb. Le même dédain, presque. Bon, c'est bon, hein, les gars, là, je sais pas si ça se voit sur ma gueule, mais ça y est, là, j'en ai plein le cul, là. Salut Jacques, salut à tous, 39e jour, 13h à la maison, en vivant finalement la même chose qu'une grande majorité de Français, avec un événement pour moi hier, je vous raconte tout, ma première sortie sur Terre depuis 6 semaines, pour un rendez-vous important, et la surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle. Le masque grand public, que nous encourageons fortement, c'est un complément. Je rappelle ce soir la bonne conduite concernant le port du masque. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades. Il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. C'est un général qui n'a pas su armer ses troupes. C'est un général qui a envoyé ses troupes à poil combattre un virus comme se sont retrouvés les Français en 14. Enfin, c'est délirant cette histoire, quoi. C'est tout simplement délirant. J'en ai marre, je sors, par exemple, je te donne un exemple, pour aller acheter de la litière. J'ai plus de litière pour mon petit chat pirate. Toi, je vais pas vivre dans la merde, je trie les crottins, je les mets dans un Kleenex, puis je les mets dans les toilettes pour économiser. Mais là, il faut que j'aille acheter 2 sacs de litière. Je vais à ma grande surface qui est à côté de chez moi, je remplis mon attestation, bon citoyen que je suis, il y a 50 minutes de queue. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait les 50 minutes de queue, eh ben j'ai plus que le temps de ressauter sur mon scooter pour rentrer à la maison pour me refaire une autre feuille avec un horaire de l'heure d'après, tu vois. Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage ou en montagne ou en forêt alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus. Tout ça paraît incohérent. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Certains d'entre vous confectionnent des masques en tissu, ce sont des initiatives personnelles. Il est important de souligner que les manipulations de masques, qu'elles soient en tissu ou qu'ils soient protecteurs, augmentent les risques de transporter des virus de surface à surface. Et puis, un masque, c'est une technique, c'est réservé à des soignants. On a véritablement un chef qui a menti, faut dire les choses quand même à un moment, quoi. Qui a menti, il n'y a pas d'autre mot, par omission ou réellement, de façon volontaire. Enfin, c'est scandaleux cette histoire, quoi, scandaleux. Là, j'ai trouvé la parade. Tant pis, je dénonce, hein, les gars. Hein, je suis vraiment désolé, mais il y a un moment, quand c'est la guerre, il l'a dit le président, c'est la guerre. Ça, c'est le stylo de Jules. Jules, il m'a prêté. Jules et Bella, mes jumeaux, ils ont des stylos, tu sais, avec au bout une gomme. Là, au bout, c'est une gomme. Et ça efface l'encre. Donc, t'as juste à retirer, au lieu de 16h45, hop, tu retires le 6, tu mets un 7. Et ça fait 17h45. Et dans ce cas-là, eh ben, tu retournes là-bas. Entre-temps, tu te remets à la queue et t'attends à nouveau 50 minutes. Vraiment, j'en ai plein le cul. Incohérent comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants bientôt toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça. On enlève son masque, on manipule son masque, on se contamine en touchant son masque, on se touche le visage sous le masque. Et donc, il n'y a pas d'indication à garder son masque, surtout quand on n'est pas personnel soignant. Actuellement on a des décès quasi quotidiens de généralistes, libéraux, un mot qu'il ne doit pas connaître parce que jamais il emploie. Donc je pense qu'il ne sait pas que la vie existe en dehors des morts de l'hôpital, cet homme. Il faut lui dire quand même que 95% des patients, ils sont en ville. Tu vois, on est quand même gouverné par des guignols, quoi. Le trio de tête, c'est quand même... le Premier ministre Salomon et puis la porte-parole du gouvernement, là, elle rayonne, elle est sur le podium à tous les coups de la connerie, tu vois. Les trois quand même, hein, à une semaine d'intervalle, nous disent, droit dans les yeux, ça n'est pas utile, on distribue pas, on empêche les pharmaciens de vous vendre des masques, parce que ça n'est pas utile pour le grand public, c'est faux, c'est un mensonge, c'est pas que c'est pas utile, c'est qu'on les a pas
On les a pas. Et maintenant, entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain c'est plus par région, un jour l'école est obligatoire, le lendemain elle n'est plus, n'importe comment pour 15 jours de cours puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur 2 dans les classes. Il faut apprendre à le poser, à l'adapter correctement à son visage, à couvrir absolument, et c'est très important, le nez et la bouche, à savoir l'enlever et se laver les mains, et surtout, à ce qu'on comprenne tous ensemble quels sont les gestes à risque, les situations à risque. Et donc, vous savez que certains encouragent à donner son masque. Je pense que c'est une bonne chose. Si vous avez des masques en petite quantité, allez simplement les rapporter à la pharmacie. Si vous avez des masques en plus grande quantité, n'hésitez pas à en faire don, que vous soyez une entreprise ou une institution, à l'hôpital le plus proche. Je crois qu'il faut vraiment être civique devant ce contexte inédit et très évolutif. Et que c'est le premier rideau, c'est la médecine de ville, les infirmières, les aides-soignantes, les auxiliaires de vie, etc., qui s'en occupent. Et c'est eux qui meurent en majorité. Peut-être qu'ils en parlent quand même, qu'ils s'en rendent compte. Et ils meurent pourquoi? Souvent parce qu'ils n'ont pas eu de protection. Donc on peut pas, on dit on n'a pas l'autorisation. Les scientifiques nous disent que c'est pas bien. Un masque pour tout le monde, c'est même plutôt dangereux, carrément. C'est uniquement parce qu'on les a pas. Et puis une fois qu'on les a, les scientifiques, finalement, ils changent d'avis. Les scientifiques, ils disent si, finalement, c'est bien, il faut porter un masque. Et les trois guignols, ils reviennent en disant, oui, bien sûr, le masque est obligatoire. Donc nous aurons à développer tous ensemble une pédagogie collective pour apprendre aux personnes les plus vulnérables, pour apprendre à notre entourage, pour apprendre à nos proches l'usage du masque. On maintient qu'il y avait des masques qui étaient en bon état et qui ont été détruits jusqu'à la fin du mois de mars 2020. La preuve, ça nous a été confirmé de bonne source et je ne crois pas que c'était démenti, ça ne peut pas l'être, c'est que Matignon, découvrant en catastrophe que des masques sont encore détruits alors qu'ils sont en bon état, a mis le holà, il y a eu un coup de gueule, Santé publique France, je pense, a entendu parler du pays, et les destructions ont été immédiatement arrêtées. J'avais l'exemple hier soir d'un médecin de Seine-Saint-Denis qui est décédé, dont la famille dit dans l'article où elle est interviewée que pendant les 15 premiers jours de l'épidémie, il est allé en pharmacie chercher des masques et qu'il n'en avait pas, il a donc consulté sans masque. Pourquoi, putain? Je dis, président, faut que tu changes ton équipe, quoi. T'as juste à traverser la rue, c'est comme pour trouver du boulot. Je reprends ton expression, traverse la rue, tu prends n'importe quel tocard qui est sur le trottoir d'en face. Il sera mieux que ces trois guignols, là. Vas-y, n'hésite pas une seconde, qu'est-ce que je peux te dire? Les stocks qui étaient en phase de destruction ont été récupérés, ont été réexaminés, et c'est ce qui a fait qu'on a pu en récupérer plusieurs dizaines de millions. Il a été hospitalisé, il est revenu, il a réexercé, il est parti en réa, il est mort. Voilà où on en est. On réouvre, donc à partir de lundi, les métros, les trains, les avions qui auront bientôt 70% de remplissage, nous dit-on. Pourquoi on rouvre pas les bars? Oh, on serait pas mal au bar, on sait aussi se tenir, comme dans le métro ou comme dans le train, comme on va être obligé de le faire. On sait se tenir à 1 mètre, on peut quand même discuter le bout de gras. Donc à un moment, M. Salomon, soit il démissionne, et il a l'honneur de démissionner, s'il lui en reste un peu, mais on peut pas le reconnaître, nous, quoi. Enfin, il n'y a même pas de soit et soit. C'est il démissionne ou il démissionne, quoi. Ça suffit. Regarde, moi, ma femme et mes 2 jumeaux, nous sommes confinés tous les 4. Rouvre! Putain, les brasseries, il y a 200 000 entreprises entre les bistrots et les brasseries qui sont en train de crever. Rouvre! D'ailleurs, il y a aussi un autre élément qui le prouve. Dans les chiffres que donnent Olivier Véran et Édouard Philippe aujourd'hui, ils nous disent, aujourd'hui, finalement, on a pu sauver 160 millions de masques chirurgicaux. Ah oui, mais c'est curieux parce que Olivier Véran, quel chiffre il avait donné le 21 mars en faisant un point sur les stocks de masques? 117 millions d'euros. 117 millions de masques, pardon. Nous, on veut aller, par exemple, nous sommes confinés, nous. Jules, Bella, Lola et moi. On pourrait se mettre à la même table d'une terrasse, d'un restaurant ou d'un café. Tu vois, ma femme boirait un petit café, les enfants prendraient chacun une petite glace, et puis papa il prendrait un Ricard. Avec modération, bien sûr, ou un double Ricard, même, si jamais il a envie. Donc, d'où ils viennent, ces 60 millions? Ils viennent que, à la fin du mois de mars, encore une fois, ils se sont aperçus, parce qu'ils avaient un peu trop délégué, je pense, que des masques qui pouvaient être utilisés étaient encore en train d'être brûlés. Aujourd'hui, nous allons nous amuser à révéler les nombreuses accointances à une anticipation de l'hypothèse d'un coronavirus mondial en 2020, dont certains pourraient prétexter la coïncidence ou le simple reflet des capacités mésestimées de l'esprit humain à se projeter dans l'avenir, ou d'autres, une opération de pandémie prévue à l'avance et s'opérant aujourd'hui. Tout d'abord, un échantillon déjà exposé dans le premier épisode. Mais pour info, une épidémie de ce genre, démarrant à un nez gagnant le monde, avait été décrite très précisément dans un livre dont on parle de plus en plus. Mais d'abord, une médium psychique dénommée Sylvia Browne avait annoncé dès 2008 une pandémie mondiale de pneumonie sévère autour de 2020. Oh, mais c'est très intéressant, ça. Mais avant elle, c'est-à-dire 30 piges avant l'apparition du coronavirus en Chine, en 1981,
l'écrivain américain Dick Koontz avait justement imaginé dans son bouquin de science-fiction Les yeux des ténèbres, une arme biologique dénommée le One 400. 2020, la région chinoise de Wuhan comme l'épicentre d'une pandémie mondiale, on a notre jackpot. Soit ça s'appelle savoir quelque chose et ne pas le dire, et non de la prédiction, soit des gens sans scrupules se sont inspirés de ces deux individus, afin d'avoir l'idée de génie en question. Vraiment très intéressant. Maintenant, nous allons dérouler le tapis rouge. Premier exemple, le cas du juif Jérôme Salomon, aujourd'hui directeur général de la santé, l'homme qui est au cœur du dispositif contre le coronavirus en France, qui avait passé plusieurs années comme chercheur, et qui est cadre dirigeant de l'Institut Pasteur, en charge de l'international. Le 20 mars dernier, on découvre que Salomon avait encouragé Macron au Minus, dès septembre 2016, alors que ce petit branleur n'était même pas encore président, à s'inspirer du modèle sanitaire israélien en cas de catastrophe majeure, impliquant des centaines de morts. Et le torchon en question s'appuie sur un courrier confidentiel de Salomon au petit Macron, transmis via l'entremise d'un certain Quentin Lafay, un mystérieux blanc-bec épinglé par l'affaire des Macron-Leaks, qui avait, en chuchotant à l'oreille du Macron Minus, annoncé en avance les attentats de 2015, un courrier particulièrement alarmiste qui vaut mise en garde prémonitoire contre l'inaptitude de la France à affronter une hécatombe, mais au passage, vanter les mérites de l'État voyou sur ce genre de crise. C'est intéressant, non? Second exemple, dès les années 2000, le fameux renseignement français qui avait souligné la dangerosité du laboratoire P4 de Wuhan. Dès la mise en route vers 2003 du projet franco-chinois dans ce labo situé près de l'épicentre de la pandémie, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale avait alerté le gouvernement sur la possibilité de son détournement pour servir une guerre bactériologique. Le coronavirus n'a pas été créé en laboratoire. Il y a eu des rumeurs, effectivement, comme à chaque nouvelle épidémie. Naturellement, les médias corrompus vous prétendront le contraire. Parole d'experts juifs de l'Institut Pasteur. Un institut très engagé pour l'État hébreu, contrairement à l'assertion passée sous silence en France, de scientifiques australiens qui avaient réussi à reproduire ce virus en laboratoire, comme parmi d'autres d'ailleurs. Très fort. Troisième exemple, c'est Michel Amiel, fermement engagé envers l'État voyou, parlementaire macroniste, et membre d'Elnet, l'influent mais discret lobby israélo-américain basé en France que l'on connaît déjà. Voilà pas que l'année dernière, ce type avait déposé un joli petit projet de loi particulièrement innovant, répressif, mais surtout prémonitoire, celui de pouvoir confiner sanitairement les citoyens à leur domicile. En commençant à travailler sur ce texte il y a déjà quelques mois, je ne pensais pas qu'il serait, lors de son passage en séance, sous le feu de l'actualité. C'est pourquoi j'ai déposé une proposition de loi permettant d'encadrer juridiquement de nouvelles méthodes et d'équiper au mieux notre pays contre les différentes menaces sanitaires. Le texte que nous examinons prévoit donc la lutte contre les maladies vectorielles, la gestion des cas de personnes dites contacts, ou les modalités, certes exceptionnelles, de mise à l'isolement contraint. Quant à l'article 7, il prévoit l'isolement contraint de patients atteints de maladies contagieuses et présentant un risque grave
pour la santé de la population, un peu le pendant de ce qu'est l'hospitalisation d'office en psychiatrie. En clair, cette Bible proposait de maintenir au domicile et par la contrainte de la force publique tout citoyen contaminé par une maladie hautement contagieuse ou bien ayant été en contact avec des personnes affectées par une épidémie ainsi que celles revenues d'un foyer épidémique. Le gros problème, on dépose ce projet de loi vers l'automne 2019 alors que l'annonce officielle chinoise faisant état de la diffusion d'une nouvelle pneumonie mortelle fut diffusée depuis la veille du jour de l'an. Alors là, c'est le gros pépin. Prescient ou encore bien informé. C'est une coïncidence. Le quatrième exemple, encore plus intéressant. Certains auront reconnu Alexandre Adler, communautariste juif atlantiste proche du service de renseignement israélien et des informateurs sur le 11 septembre 2001, dans un bouquin paru en 2005 et intitulé Le rapport de la CIA. Comment sera le monde en 2020 ? Adler avait souligné un joli pronostic des services secrets américains, selon lesquels une pandémie mondiale pouvait se produire d'ici 2025. Bingo. Et le bouquet final, c'est la prémonition hautement douteuse en 2008, où sous Sarko la fripouille, les analystes de la défense nationale avaient sonné l'alerte, où une gentille petite épidémie mondiale délibérément provoquée était considérée comme envisageable dans les 15 ans à venir. Le plus rigolo, c'est le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale lui-même, qui avait clairement préparé un joli plan entre 2007 et 2009, et qui insistait sur la production d'amont de masques de protection FFP2 pour le personnel soignant, ainsi que tout citoyen en contact avec du public. Intéressant. Conclusion, ces informations aujourd'hui passées sous silence par la presse, la prétendue non-préparation de la Macronie s'apparenterait davantage à un laisser-faire. Première étape, arrivée du virus dans différents pays. Deuxième étape, laisser agir et patienter pour une prolifération du virus dans la population. Troisième étape, inspirer la peur et la panique et déclarer un nombre de morts fortement gonflé. Ensuite, mise en place de la quarantaine et fermeture de quasiment toute la vie économique d'une nation. Quatrième étape, faillite des entreprises due à la fermeture et du manque d'activité, chute du prix de l'action de presque 60% pour certaines, sinon la moitié pour les autres. Le scénario est posé, place à l'action. La BCE rentre en jeu et annonce des budgets quasi illimités pour la reprise. Ce fric n'existe pas, ce sont des chèques en blanc qui ne se basent sur rien. Les liquidités existantes ne couvriraient pas la moitié. Les banques centrales, en échange de cet argent fantôme, achètent à des prix ridicules la plupart des grosses sociétés privées en contrepartie. Et car c'est juste un prêt, elles rembourseront la banque avec de l'argent qui, lui, est bien réel. La FED, qui est une compagnie privée et qui appartient à 12 banques juives, est maintenant prioritaire d'énormes sociétés et peut faire comme bon lui semble. Banque Rothschild de Londres et de Berlin, Banque des Frères Lazare de Paris, Banque d'Israël Moïsif d'Italie, Banque Warburg d'Hambourg et d'Amsterdam, Banque des Frères Lehman de New York, Banque Kunlop de New York, Banque Chase Manhattan Corporation de New York, et Amphibank Goldman Sachs de New York. On n'est pas dans la merde. Mais pour savoir qui est à la manœuvre, rappelons de la pseudo-prédication du juif Attali, longtemps convié à la sauterie Bilderberg, celle qui est relative à une mise en place d'un gouvernement mondial cher à son cœur, via une pandémie mondiale qui aura pour conséquence une crise économique sans précédent. Cette crise, il fallait d'abord essayer de la maîtriser. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Cette crise dont il est clair désormais qu'elle ne peut se résoudre sans une intervention massive des États, cette crise qui appelle d'urgence un nouvel ordre économique, financier, monétaire, cette crise exprime au fond un besoin profond de politique. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Tout se passe à présent comme je l'avais prévu. Au prochain épisode, abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur PayPal si vous le souhaitez. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe.
ainsi que sur Discord. Tout va mal dans le pire des mondes, d'autres révélations suivront. À très bientôt.